D'accord. Merci Régis. Donc, merci à double titre. Hein. D'abord de m'avoir passé la parole, bien entendu, mais aussi d'avoir été tout à fait à l'initiative de la création de ce groupe et de réflexion. Je pense qu'on a besoin de groupes de réflexion. On en a toujours eu besoin et on en a encore plus besoin à notre époque. Alors même si pour l'instant on démarre en relativement petit comité, c'est très important de démarrer. Et de démarrer, si possible, avec cette contribution sur un sujet qui a l'air très particulier a priori et qui en fait soulève beaucoup de questions générales quand on commence à rentrer à l'intérieur. Alors, vous avez vu que j'ai intitulé cette conférence « Mayotte, un paradis en enfer ». Si on veut pousser les métaphores un peu loin, on pourrait dire de l'odeur des parfums, puisque vous savez que Mayotte était considérée autrefois comme l'île des parfums. On passe de l'odeur des parfums progressivement à l'odeur de la poudre. Autrement dit, je vous le dis tout de suite, il faut bien savoir qu'on va parler d'un territoire qui est en train de devenir une grenade dégoupillée et que ce que je vais essayer de présenter ici, ce n'est pas un regard politique sur la situation de Mayotte, c'est le regard d'un géographe, et d'un géographe qui part de l'observation de toutes les données qu'on peut aujourd'hui obtenir, soit sur le terrain, soit avec les gens qui sont sur place, soit avec les technologies d'aujourd'hui, pour essayer de construire une compréhension globale de ce qui se passe sur ce terrain qui, il y a quelques dizaines d'années, pouvait passer pour un paradis, et qui depuis, pour les gens qui y vivent, est devenu véritablement un enfer. Les dernières nouvelles d'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on a reçues, le confirment. Alors, pourquoi Mayotte ? Mayotte, c'est à la fois des questions très particulières qui sont propres au département d'outre-mer et au territoire d'outre-mer. C'est un monde très spécial, qui est d'autant plus spécial qu'évidemment, il est à grande distance de la métropole. Mais c'est aussi un monde particulier parce qu'il n'est pas n'importe où dans l'outre-mer, il est dans le canal du Mozambique. Et ce canal du Mozambique, on va voir que ça n'est pas neutre d'être localisé à l'intérieur. Et à côté de questions particulières, on verra qu'il y en a d'ailleurs beaucoup d'autres, ça pose aussi des questions générales. Une question générale qui personnellement m'intéresse beaucoup, c'est la question d'un territoire qui non seulement a les problèmes dont tout le monde ici a plus ou moins entendu parler, mais qui est en fait un territoire qui concentre énormément de risques. Et on va voir justement comment cette caractéristique cette caractéristique globale joue sur chacune des problématiques particulières de l'île. La deuxième question générale qui arrive, et ce n'est pas la moindre, c'est que ça interroge l'action de l'État. L'action de l'État au quotidien et l'action de l'État dans le long terme. Et enfin, évidemment, un sujet inévitable, si j'ose dire, le terrain d'excellence de la problématique de l'immigration, c'est bien sûr l'immigration invasive qui se produit sur cette île depuis bon nombre d'années. Alors, quel est le regard que je vais vous proposer dans cette conférence ? Comme je l'ai dit, je ne vais pas faire un regard politique, je ne vais pas faire un regard d'historien, même si en fait j'évoquerai quand même un certain nombre de points incontournables dans l'histoire de Mayotte et qui ont leur rôle dans la situation actuelle. Non, en fait, j'appartiens à ce qu'on appelle les géographes. Alors vous avez tous fait de la géographie, et alors plus ou moins bien. La géographie n'est pas toujours ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire une accumulation de connaissances sur des productions, des milliards de tonnes de ceci, etc., etc. Non, la géographie, c'est une façon d'observer le monde pour comprendre comment il fonctionne à partir de la répartition des phénomènes qui s'y trouvent. C'est-à-dire la répartition des populations, la répartition des milieux, les échanges, etc., etc. Alors il se trouve que je me suis spécialisé depuis très longtemps, je suis encore d'ailleurs professeur à l'université de Caen dans un laboratoire qui est donc à la fois universitaire et en même temps CNRS que j'ai dirigé pendant une quinzaine d'années, et un laboratoire qui s'est spécialisé sur la question des risques. Je reviendrai sur cette affaire-là tout à l'heure, car c'est un point de vue extrêmement riche
sur l'état de nos sociétés et l'état des territoires dans lesquels nos sociétés vivent. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un territoire dans lequel on vit, c'est à la fois un ensemble d'opportunités. Par exemple, vous avez des terres qui permettent de faire de l'agriculture, vous avez des ressources de sous-sol, vous avez un environnement, vous avez une population qui a un certain savoir-faire avec une certaine culture. Donc c'est des opportunités, mais c'est aussi des contraintes. Vous avez des pentes, vous avez un climat particulier, etc., etc. Et finalement, comment ça marche? Ben, ça marche parce qu'une population se donne l'objectif d'exploiter les opportunités de son territoire en gérant les contraintes. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait un système de risque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête quand on va étudier Mayotte, parce que c'est le type même de ce genre de problématique. Alors, le cas de Mayotte, dont je vais parler aujourd'hui, est un cas sur lequel on a travaillé ces dernières années, dans le cadre d'une coopération sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. C'est une initiative partagée entre mon laboratoire et le commandement de gendarmerie d'outre-mer. Autrement dit, les autorités de l'état-major de gendarmerie qui s'occupent notamment de l'outre-mer et avec lesquels nous avons eu non seulement une excellente entente, mais une collaboration extrêmement étroite. Je suis encore en relation étroite avec eux. Et évidemment, ça donne une certaine expérience. Et cette expérience amène à tirer des conclusions sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Alors, d'abord, pour recadrer un petit peu les choses pour tout le monde, resituer Mayotte dans son... On y voit quelque chose là-dessus. Resituer Mayotte dans le contexte des départements et territoires d'outre-mer. Donc, sur cette petite carte très simplifiée, vous voyez que le domaine maritime de la France est très vaste. Peut-être savez-vous que en fait, la France est le deuxième pays au monde à avoir un territoire maritime aussi réparti. Et Mayotte se situe dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire qu'il se situe dans un cadre géographique tout à fait original. On est dans l'océan Indien. On est plus précisément dans le canal du Mozambique, autrement dit, on a l'Afrique de l'Est à notre ouest et on a Madagascar à l'est. Et on est dans un espace qu'on appelle l'archipel des Comores. Et géographiquement parlant, Mayotte est un élément très important de cet archipel des Comores. Autrement dit, on est dans un domaine bien particulier du point de vue géographique. Et on va voir que ce fait d'être dans le canal du Mozambique n'est pas neutre dans la destinée de Mayotte. Alors, on ne va pas faire un cours de géographie, mais il y a quand même quelques petits points à rappeler tout de suite pour fixer les idées. Mayotte s'est constituée de deux îles principales, l'une qu'on appelle Grande Terre, que vous voyez ici, et l'autre qu'on appelle Petite Terre. Et autour, il y a une trentaine d'îlots, qu'on voit plus ou moins sur la carte. Tout ceci constitue l'entité de Mayotte. C'est un petit espace, 374 km², c'est 18 fois moins que le Morbihan. C'est pour vous donner une idée du resserrement de l'espace dans cette île. C'est une île qui s'est construite, on peut dire, sur des roches volcaniques. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça aussi on n'en parle jamais, mais ça a son importance, et ça pourrait même avoir de plus en plus d'importance. C'est en fait un volcan qui est sorti de la mer. Autrement dit, ça donne aujourd'hui une petite montagne sortie de la mer. Un peu comme la Corse, si vous voulez. C'est même un peu le principe. Autre caractéristique, on est dans la zone intertropicale, et donc on a un climat intertropical humide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un climat où vous avez un taux de saturation en humidité. Alors j'en parle, on peut dire, mais on est loin des problèmes de l'immigration. Pas du tout. Ça fait partie des éléments qui se greffent sur une situation. On est dans un climat qui est extrêmement humide. Taux d'humidité entre 85 et 95%,
tout au long de l'année, avec un pic dans la saison hivernale, qui est la saison des moussons, avec énormément de chutes de pluie, entre 1100 mm et 1700 mm, ce qui est quand même énorme, ce qu'on appelle la mousson hivernale. Alors ça, je passe maintenant là-dessus, c'est pour vous fixer un petit peu les idées. Où est-ce qu'on se trouve et dans quelles conditions générales ce territoire se présente et évolue. Alors maintenant, c'est pas tout. Mayotte, c'est toute une histoire, c'est tout un cadre géopolitique. Alors, est-ce que vous arrivez? Oui, d'accord. Et c'est aussi un cadre institutionnel. Ces trois entrées-là sont tout à fait importantes dans la compréhension du territoire de Mayotte. Le cadre historique. D'abord, Mayotte a été acquis par la France en 1841, a été acheté au sultan local de l'époque. On notera au passage, pour ceux que ça peut intéresser, voire diffuser autour d'eux, que la France, toujours pointée du doigt, a néanmoins aboli l'esclavage en 1846. En 1946, les Comores sont devenus territoires d'outre-mer. En 1974, il y a eu un référendum au cours duquel 66% des habitants ont choisi la France. Alors je passe un certain nombre d'étapes, parce que sinon on y sera encore ce soir, mais ça a permis au gouvernement français d'établir une loi Mayotte en 1979, décrétant que Mayotte était française. Et enfin, en 2011, après quelques étapes intermédiaires, Mayotte est devenue département-région. Alors ça, c'est pour vous donner quelques points de repère, rapides. Hein. Il y a des choses qu'on pourrait rajouter là-dedans, mais il faut qu'on avance. Ensuite, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le cadre géopolitique de Mayotte. En fait, Mayotte est un espace qui est en rattachement à la France depuis des dizaines d'années, avec des hauts et des bas, et qui se retrouve avec un statut géopolitique international problématique. Par exemple, le fait que Mayotte soit français n'est pas reconnu par l'ONU, et encore moins par les Comores, toutes proches. En fait, ce que les gens ont oublié, c'est que s'il n'y a pas eu un blocage du Conseil de sécurité de l'ONU sur le fait que Mayotte soit française, c'est pour une raison très simple, c'est que la France a un veto, a le droit de veto. Et ça, à la fois elles sont desservies, mais ça a été mal perçu évidemment par ceux qui étaient opposés. Autrement dit, on est dans des conditions problématiques de statut international. Alors pourquoi la France a voulu garder Mayotte, si je puis dire? D'abord, il y a un aspect de présence stratégique. Il faut avoir des points d'ancrage un peu partout dans le monde si on veut garder sa position au niveau international. Mais il n'y a pas que ça. On est dans le canal du Mozambique. Le canal du Mozambique, c'est un couloir essentiel de trafic maritime pour faire remonter notamment de l'énergie vers l'Europe. Énergie pétrolière et énergie gazière. Ce que personne ne sait, dont personne ne parle, et qui est en fait un des leviers sous-jacents des situations complexes autour de Mayotte, c'est qu'on a découvert, il y a quelques années, de gigantesques ressources gazières dans ce secteur-là du canal du Mozambique. Il y a notamment l'entreprise Total qui a entamé toute une démarche pour avoir les prérogatives sur ce gigantesque gisement gazier. Et vous comprenez, surtout si vous pensez à la situation actuelle avec l'Ukraine et compagnie, vous comprenez tout de suite que, en fait, l'accrochage à Mayotte n'est pas totalement désintéressé et ne relève pas uniquement d'un idéal républicain. Il y a aussi derrière, comme toujours, il y a des intérêts stratégiques, des intérêts énergétiques. Et on y vient. Une autre chose méconnue, c'est que Annick Girardin, qui a été donc ministre des Dom-Tom jusqu'à récemment, en 2021, a passé un accord avec le Mozambique pour conforter, en s'appuyant sur un article de la loi maritime, pour conforter le fait que
les sous-sols du secteur de Mayotte soient zone économique exclusive. Autrement dit, c'est que la France qui a accès à ces réserves dont vous avez compris qu'elles deviennent de plus en plus essentielles. Enfin, je rajoute un aspect qui n'est pas encore prédominant à Mayotte, mais dont on connaît la dynamique, si j'ose dire, érosive qui évolue tout le temps, c'est un contexte djihadiste qui est particulièrement développé en Afrique de l'Est. Voilà. Alors ça, je pense qu'il fallait le savoir, tout le monde ne le sait pas, et ça fait quand même partie des éléments qui sont en arrière-fond de toute la problématique de Mayotte. Enfin, il y a un cadre institutionnel. Il faut quand même savoir que maintenant c'est un département région insulaire avec les cantons, des communes, des intercommunalités. Et en revanche, l'Europe reconnaît un statut un peu dégradé à Mayotte, puisque c'est considéré comme un pays et territoire d'outre-mer. C'est un statut qui a moins de bénéfices que d'autres statuts que reconnaît l'Europe à des terres lointaines. Alors, on a parlé de Mayotte à travers quelques cartes, il faut quand même en voir quelques images, voir à quoi ça ressemble. Donc, je vous ai mis ici quelques échantillons. Vous avez à droite Petite Terre, la carte, et à gauche des vues de Petite Terre. Une vue du sud vers le nord. Alors, vous voyez très bien deux choses sur cette petite carte. Vous voyez très bien que le lac, c'est clairement un cratère. Et vous voyez aussi très bien qu'il y a des formes de relief extrêmement pentues, j'y reviendrai. Et vous voyez aussi très bien qu'il y a une partie importante qui est colonisée par l'habitat. Une autre vue de la même petite île, parce qu'on a le même phénomène à quelque chose près sur Grande Terre, vue du nord vers le sud, donc, et là vous voyez la piste d'aéroport et le paysage général de l'île dans l'océan. Alors, pourquoi s'intéresser à Mayotte? Et pour nous, géographes, c'est particulièrement important de, dès le début, prendre conscience de l'ampleur du problème. En fait, Mayotte, c'est un territoire qui accumule des problèmes potentiels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des problèmes séparés les uns des autres. Pour un tas de raisons, ces problèmes interfèrent les uns sur les autres. C'est ce qu'on appelle la complexité. Ça veut dire quoi? C'est une île. Alors quand on dit une île, on dit bon oui et alors? Oui, mais une île, c'est isolé, c'est enfermé et c'est dépendant de l'extérieur. Je reviendrai sur ces notions-là tout à l'heure. Il y a un certain relief et une certaine végétation. On est en zone intertropicale, la végétation ça n'est pas neutre, et le relief, on l'a vu, est très important. Il y a des pentes très fortes. Les pentes très fortes, c'est des contraintes pour le développement, c'est des contraintes pour le bâti, pour la voirie, pour les réseaux énergétiques. Il y a un voisinage problématique. Le Mozambique, Madagascar et surtout les Comores. Une zone climatique contraignante. J'ai parlé de l'humidité tout à l'heure, mais c'est aussi bien autre chose. C'est les ouragans potentiels. Et il y en a eu. Et dans ces contextes-là, les ouragans prennent une importance énorme. C'est aussi une production économique locale très réduite. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut savoir par exemple que ce que produit Mayotte, autrefois Mayotte produisait une petite agriculture vivrière et des produits pour les parfums utilisés en Europe. En fait, Mayotte produit essentiellement un peu d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Quasiment rien d'autre. Ça se traduit, par exemple, par un bilan de la balance commerciale qui est terrible. Mayotte exporte un peu plus de 11 millions d'euros par an, mais importe 520 millions d'euros par an. Sur ces 520 millions d'euros par an, une grosse partie, plus de 50%, vient de la métropole, et le reste vient en grande partie, mais pas seulement, ça vient de 97 pays distribués un peu partout dans le monde, mais évidemment, en deuxième place, on va trouver, devinez, vous avez gagné, c'est la Chine. Évidemment. Et même la Thaïlande. Et enfin, parmi les conditions générales défavorables, un sous-équipement généralisé.
Un sous-équipement en tout. Sous-équipement scolaire, sous-équipement hospitalier, sous-équipement énergétique, j'en passe et des meilleurs. Alors, quand on fait ce premier bilan, sur lequel je donnerai des exemples tout à l'heure, on se dit, ça ne se présente pas très bien. Mais c'est une situation qu'on rencontre beaucoup dans les pays de ces secteurs-là, et notamment dans les îles. Mais à Mayotte, on a 5 phénomènes connus depuis très longtemps, mais qui n'ont pas été traités en profondeur, et depuis des dizaines d'années. Je reviendrai sur cet aspect-là tout à l'heure. On a une démographie absolument galopante, un espace qui n'en peut plus. Je reviens sur cette notion d'île. Une île, c'est quelque chose d'isolé. Vous êtes en mer, vous êtes loin de tout. Il y a des phénomènes qui ne peuvent pas continuer de s'étendre éternellement. Et quand ils ne peuvent plus continuer de s'étendre continuellement, ils reviennent sur eux-mêmes. Ça donne des facteurs de concentration, de surdensité qui créent d'énormes difficultés. Donc une saturation de l'espace disponible, une immigration illégale de fait hors de contrôle, une extrême pauvreté et une insécurité générale. Là, j'ai pointé 5 facteurs fondamentaux qui vont faire en sorte que les conditions déjà défavorables vont devenir franchement dramatiques. Et on va passer en revue comment se traduisent ces différents phénomènes. Une démographie effrénée. On est passé en gros de 50 000 habitants, et on verra tout à l'heure qu'on est encore loin du compte avec les données officielles, c'est d'ailleurs un des vrais problèmes de fond de Mayotte, à aujourd'hui une estimation officielle, je dis bien officielle, je reviendrai là-dessus, d'environ 290 000 personnes. On démarrait en, disons, 1960-70, on arrive aujourd'hui, là le graphique s'arrête un peu avant, mais on arrive aujourd'hui à pas loin, disons 290 000 personnes comptées. On a donc des phénomènes de concentration et donc de densité qui sont gigantesques. Plus de 700 habitants au kilomètre carré, dont vous avez vu sur les cartes que cet indicateur statistique ne traduit pas réellement la réalité, puisqu'il y a la moitié ou les 2/3 de l'île qui sont absolument impraticables. Donc vous voyez qu'il faut bien réfléchir avec les données statistiques. Avec un record, toute catégorie, petite terre, 2700 habitants au kilomètre carré. Un taux de natalité considérable, 40 pour 1000. Une fécondité par femme au minimum de 4,2 enfants. Je vous rappelle qu'en métropole, on est à 1,9. Une population extrêmement jeune, un Mahorais sur 2 à moins de 17 ans. Et enfin, l'augmentation régulière de la population, avec quelques petites fluctuations interannuelles, elle est proche de 4%. Autrement dit, on a là un mécanisme puissant, durable et ininterrompu. Alors, le taux de nage, je peux vous couper ou après? On verra peut-être après, ça sera plus simple. Le deuxième aspect, c'est la saturation de l'espace disponible. Alors je vais passer assez rapidement parce qu'on en a déjà parlé un petit peu. On a réalisé, avec nos méthodes d'analyse, des cartes qui permettent de suivre l'évolution de la progression du bâti, on reviendra sur cette notion de bâti tout à l'heure, dans l'espace, par exemple sur Petite Terre, de 1982 à 2017. Alors qu'est-ce que vous voyez? Au départ, le bâti, là où les gens habitent et éventuellement travaillent, est concentré dans la partie la plus favorable de l'île, là où les reliefs sont praticables. Mais à mesure que le temps passe et sous la pression démographique, tout se répand et tout envahit. Sauf que on arrive au secteur où on a des pentes de 10 à 15%, voire davantage, et à partir de ces pentes-là, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen de bâtir véritablement, les voies de circulation, c'est pas possible, et la construction des réseaux de desserte d'énergie et d'assainissement est plus que problématique. Donc on arrive progressivement à un espace qui est en saturation. J'espère qu'on voit clair. Oui, ça va. Une autre image qui là se passe sur Grande Terre, en relief et perspective. C'est une autre méthode d'analyse, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, en 1950,
les taches mauves sont majoritaires dans l'espace habité et remontent à l'intérieur des terres. En 1989, on voit qu'elles sont réduites et que l'espace bâti se développe à l'intérieur. En 2015, les différents espaces qui étaient séparés d'espaces bâtis se sont rejoints et les terres cultivables se sont réduites. Alors, à partir de ces constats-là, on est à la recherche d'indicateurs. Qu'est-ce qu'on peut recueillir comme information observable, objective, qui vont nous permettre de comprendre quelle est la dynamique dans laquelle cette île est embarquée, et en gros, pour faire simple, comment ça marche. Et là, on a trouvé un indicateur qui est vraiment extrêmement utile, c'est ce qu'on appelle les bangas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là, si vous savez ce que c'est. Et c'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans cette présentation. Alors c'est dommage parce qu'on avait rencontré un Mahorais qui aurait pu être là. Alors, le Mahorais qu'on a rencontré aujourd'hui n'est pas là. Par contre, je dois vous préciser que ces études qu'on a faites et que j'ai dirigées dans mon laboratoire avec un de mes collègues, on les a faites avec des étudiants qu'on avait dans nos masters et qui sont des Mahorais. Autrement dit, des étudiants qui avaient un niveau de 5 années de géographie et qui étaient du cru, qui étaient nés là-bas, qui avaient vécu là-bas, autrement dit des experts, qui connaissent le terrain. Ce n'est pas uniquement des modélisations extrêmement brillantes intellectuellement, mais parfois déconnectées des réalités. On a validé tout ce qu'on a sorti comme résultat avec les observations de terrain de nos étudiants locaux. Ça, il faut le savoir, c'est quand même très important. Alors la question des bangas, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un banga? En fait, il y a deux sortes de bangas. Le banga traditionnel, originel de Mayotte, c'est la construction de base qu'un homme, arrivant à l'âge adulte, va réaliser lui-même avec les matériaux du pays, c'est-à-dire de la terre, du bois et de la végétation, pour fonder sa famille. Et le banga est donc une construction traditionnelle et on peut dire emblématique de la culture mahoraise. Très bien. Sauf que ça, c'était les bangas d'hier. Les bangas d'aujourd'hui, vous les voyez. Le banga d'hier est en haut. Le banga d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bidonvilles. La démultiplication, la paupérisation, les difficultés en tout genre qui se sont accumulées sur la population font que la nature même du banga a complètement changé et que les bangas qui autrefois se répartissaient de façon assez harmonieuse sur le territoire, aujourd'hui constituent des taches de bidonvilles qui envahissent, enlaidissent et polluent l'espace. Un exemple concret d'études qu'on a pu mener, vous voyez l'évolution dans un secteur particulier, à Tsundu, de la surface de bidonville en 2003 et ce qu'elle est devenue en 2016. 20 fois plus. Et vous voyez les cartes correspondantes, 2003, 2008, 2012, 2016. Vous voyez que toute la partie de végétation a disparu, tout a été envahi par des constructions qu'on appelle bangas, mais qui sont en fait purement et simplement des bidonvilles, ou ce qu'on appelle assez pudiquement et hypocritement de l'habitat informel. Le troisième point, c'est l'immigration hors contrôle. Alors là, on pourrait passer des heures là-dessus. Je pourrais en vous raconter, parce que le fait d'avoir travaillé non seulement avec nos outils, les bases de données, la cartographie, les statistiques et tout ça, mais surtout d'avoir travaillé avec la gendarmerie d'outre-mer et d'avoir travaillé avec nos étudiants locaux de Mayotte, c'est un stock inépuisable d'informations. Alors d'abord, il faut savoir que cette immigration, depuis le temps qu'elle dure, c'est-à-dire des dizaines d'années, c'est un flux permanent et en croissance ininterrompue. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de la moitié de la population adulte de Mayotte est d'origine étrangère et illégale. C'est
considérable. Alors, cette situation a beaucoup d'effets et elle favorise toute une activité clandestine, notamment de trafic de passeurs, de travail clandestin, mais elle s'explique aussi par le fait que énormément de personnes, et notamment de femmes, qui viennent sur Mayotte, elles viennent pour des raisons médicales, et en particulier pour accoucher, et à l'occasion bénéficier du droit du sol. La plus grande maternité de France, c'est à Mayotte. 10 000 accouchements par an. On ne fait pas dans le détail. D'accord ? Alors en face de ça, on a des forces de l'ordre, essentiellement la gendarmerie, qui sont mises en place pour gérer le territoire et faire face à cette immigration. Alors il y a environ, il y a deux forces de l'ordre différentes, mais qui se complètent. Il y a la gendarmerie classique et les gardes mobiles. En gros, à peu près 440 gendarmes, équipés d'un navire intercepteur et de Zodiac, un hélicoptère et un radar. Ça n'est pas rien, mais c'est complètement démesuré par rapport au flot ininterrompu et aux formes d'immigration clandestine qu'on observe sur place. Par exemple, un radar c'est très bien, mais un kwassa, c'est-à-dire une petite barcasse qui fait à peine la largeur de la pièce, on ne les détecte pas. Et les trafics passent de nuit, on ne les voit pas, etc., etc. Il y a des complicités locales. Il y a un système très au point pour que les passeurs arrivent en faisant escale au bon moment, là où par exemple passe le navire intercepteur, aille se planquer dans les récifs ou dans les îlots qui sont au voisinage. Autrement dit, appelons les choses par leur nom, malgré tous les efforts des gendarmes, et ils sont les premiers à en être désolés, il faut vraiment les donner beaucoup de mal, au péril de leur vie dans d'autres contextes, je le rappellerai tout à l'heure, c'est une passoire. C'est une passoire parce que les moyens qu'ils ont sont dérisoires par rapport à la pression qui est présente. Alors, ils attrapent quand même du monde. Mais c'est là qu'on entre dans des subtilités qui prêteraient à sourire si en fin de compte elles n'étaient pas tragiques. On a des reconduites à la frontière. Elles ont augmenté, par exemple en 2005 il y en avait 6 000, en 2021 on a atteint un petit peu plus de 23 000. Sauf que ça a un coût considérable. Il faut savoir que quand on attrape un migrant illégal et qu'on le renvoie aux Comores, ça coûte 140 € par personne. Et le même revient le lendemain ou une semaine plus tard. Et voilà un turnover éternel de mesures qui font ce qu'elles peuvent, mais qui en fait ne règlent pas le problème. Alors, cette disproportion entre les moyens mis pour contrôler l'immigration et la pression migratoire, ça a aussi des effets secondaires en dehors même du strict aspect migratoire. C'est que quand les gendarmes sont occupés à gérer la migration avec tous les problèmes que ça pose, il y a plein d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ça mobilise quasiment la totalité des effectifs, et donc le reste, le traitement de la délinquance, les agressions, la sécurité routière, bien que en fait Mayotte est tellement encombrée qu'il n'y a pas d'excès de vitesse, eh bien en fait ils ne peuvent plus intervenir. Et il y a un autre effet très important dont vous avez peut-être entendu parler et que les Mahorais ramènent devant l'actualité régulièrement, pour ne pas dire très souvent, c'est les violences sociales. Autrement dit, la population mahoraise d'origine et légale vit très mal cette invasion permanente et il y a des actions de décasage. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils se regroupent et vont virer manu militari les gens qui sont venus s'installer de manière illégale. Ce qui arrive parfois à créer pour la gendarmerie des situations absolument invraisemblables où ils se retrouvent à devoir aller protéger des illégaux contre l'action de gens qui sont dans leurs droits. Vous voyez à quel point on en arrive quand on laisse les choses dégénérer au fil du temps. Quatrième point,
la pauvreté qui se traduit par une grande vulnérabilité sociale et sanitaire. 50% de la population vit avec moins du tiers, non, pire que ça, du septième du revenu par habitant, par an. On est à 77% en dessous du seuil de pauvreté. On était à 84% il y a quelques années, mais il y a eu une vague de recrutement de personnel dans la fonction publique qui a un petit peu fait baisser le taux. Le salaire médian est de 260 € par mois. N'oubliez pas qu'on est dans une île, que tout est importé, et que donc tout ce qu'on achète est très cher. 66% de la population, donc les 2/3, vit dans des bidonvilles permanents. Et un phénomène qu'on observe aussi chez nous, se produit aussi là-bas. Les inégalités sociales sont en hausse. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et ceux qui vont bien, il y en a quand même, ils vont de mieux en mieux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent à l'étranger, ou partent vers la métropole. Alors ça, c'est quelques aspects de vulnérabilité sociale. Mais cette vulnérabilité sociale, je vous rappelle qu'on est sous les tropiques, qu'on est en pleine mer, eh bien, elle s'accompagne de tout un lot de vulnérabilité sanitaire. C'est le terrain du paludisme, du chikungunya, de la dengue, et c'est aussi le pays où les moussons, et notamment 3 semaines à peu près après la fin de la mousson, vous avez énormément de maladies infectieuses qui apparaissent. Des infections endémiques et des poussées épidémiques, souvent très graves. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des images, il en faut quelques-unes, après je vous ai peut-être un peu assommé avec des chiffres et des constatations factuelles. Il faut voir à quoi ça ressemble sur le terrain. Des quantités de gens qui attendent que le temps passe, faute d'activité, faute de moyens, dans des baraquements, qui une bonne partie de l'année sont détrempés, et ça donne ce genre d'image que vous avez à longueur de temps. Le 5e point, qui n'est pas le moindre, c'est une ambiance d'insécurité généralisée. Alors c'est pareil, on pourrait passer des heures à décrire les formes d'insécurité qui règnent à Mayotte, mais je ne vais vous donner que quelques exemples. Une petite île, je le rappelle, 18 fois plus petite que le Morbihan, eh bien, en une année, 11 275 crimes et délits. Ce sont des données officielles. Et quelques tendances. Les tendances ne sont pas plus rassurantes que les chiffres absolus. 63%, plus 63% d'homicides et de tentatives d'homicide en un an, plus 58% de crimes et délits sur mineurs, plus 83% de crimes et délits liés à l'immigration, donc les histoires de décasage, les conflits d'usage, usage pour l'eau, usage pour l'électricité, etc., j'y reviendrai, et plus 41% de consommation de stupéfiants. Et là, on a les données officielles. Manque dans toutes ces données tout ce qui n'est pas déclaré, tout ce qui disparaît sans jamais laisser de traces. Je ne parle pas de la question de la consommation de stupéfiants qui, évidemment, s'évapore comme les cigarettes qu'on en fume. Alors, une fois qu'on a fait le point sur cette situation, il est quand même temps de faire un petit bilan et de se poser des questions. Le bilan, c'est qu'on est en permanence, et ça je peux vous le confirmer, vous pouvez parler avec des Mahorais, vous pouvez parler avec des responsables locaux, on en a rencontré, et vous pouvez parler avec des gendarmes qui ont été en action là-bas, ou des gens de l'éducation nationale, puisque évidemment j'en fréquente. On est dans une situation qui est quotidiennement prête à exploser. Et on entend souvent arriver quelques événements par chez nous. Mais il faut savoir qu'en géographie, en termes de médiatisation, il y a un principe qu'on connaît bien. C'est que plus c'est loin, moins on en parle. Autrement dit, il se passe infiniment plus de choses à Mayotte que ce que les médias veulent bien en dire. Parce que finalement, ça n'intéresse pas les gens d'ici, ou très peu. Mais c'est inimaginable le quotidien à Mayotte. Par exemple,
c'est un territoire qui est en permanence en train de jongler avec le manque, la pénurie, les pannes. Plus d'eau, plus d'électricité, assainissement bloqué, voies de circulation impraticables. Les services publics sont totalement saturés et inefficaces. Et enfin, l'insécurité est permanente. Vous êtes toujours en situation de subir une agression. Énormément de maisons sont cambriolées plusieurs fois par an. Alors, ça c'est un constat. Il faut en tirer aussi une conclusion générale. Et c'est là qu'on rentre un peu dans ma partie qui est la géographie des risques. C'est que, en fait, un territoire qui est dans cette situation, le moindre événement, dans un domaine ou dans un autre, va tout de suite avoir des répercussions incontrôlables, va générer des effets de chaîne. Et finalement, une crise majeure va en résulter par propagation. On est dans un espace restreint, tout le monde se marche dessus, tout le monde est à cran, il manque plein de choses, rien ne fonctionne, il faut une petite étincelle et tout dégénère. Il y a eu, vous avez entendu parler ces dernières années, d'événements qui se sont produits là-bas. Et en face de ça, que peut faire ou que fait l'État? Mais en fait, l'État, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai ensuite, est réduit à un rôle de spectateur ou alors d'acteur qui est limité au traitement des urgences. Autrement dit, les symptômes des problèmes, mais pas le traitement des causes profondes des problèmes. Il faut l'admettre, l'État est dépassé et on va voir qu'il y a différents niveaux de raisons qui expliquent ce dépassement. En fait, d'abord, l'État, vous le savez bien, chez nous c'est la même chose, il est organisé en secteurs. Hein, vous avez l'économie, vous avez les finances, vous avez l'environnement, vous avez l'école, etc., etc. Ces secteurs ne se parlent pas. Ces secteurs n'échangent pas d'informations. Ces secteurs défendent leur précaré. Le résultat, c'est qu'il n'y a jamais d'action globale, coordonnée, pour traiter les problèmes dans leur ensemble et mettre en place des dispositions ou des débuts de dispositifs de solutions qui soient pensés les uns en fonction des autres pour que ça fonctionne au bout d'un moment. Donc il y a déjà un problème fondamental qu'on connaît en France, mais qui là-bas tout de suite prend des proportions considérables. Autrement dit, on est dans une situation de risque permanent. Et c'est l'ambiance de la vie à Mayotte. Qu'est-ce que c'est qu'un risque? Pour qu'il y ait un risque, il faut réunir 4 facteurs de base. Il faut d'abord qu'il y ait un enjeu, c'est-à-dire par exemple une population, ou des installations matérielles, ou industrielles, etc. Il faut qu'il y ait donc un enjeu humain et ou un enjeu concret, matériel, voire économique. Il faut qu'il y ait des aléas, des événements qui vont endommager le système. Il y a une foule d'événements qui peuvent endommager le système là-bas. Par exemple, un ouragan. Par exemple, le volcanisme. On a découvert il y a quelques années qu'un volcan extrêmement important est en train de sortir à quelques kilomètres, à une cinquantaine de kilomètres de Mayotte, avec des séismes, des tremblements de terre qui vont provoquer des tsunamis, donc en fait des raz-de-marée, qui peuvent tout à fait venir envahir le littoral de l'île. Mais c'est aussi un terrain très pentu, soumis à d'importantes chutes d'eau, donc énormément de glissements de terrain. Rajoutez à ça les violences sociales, rajoutez le potentiel de maladies qui rôdent en permanence sur ces terrains-là, voilà des facteurs d'aléas qui sont considérables. Or, on est sur une île, donc on est resserré, on est coincé, on est dans des situations d'exposition. Et on a affaire à une population qui est pauvre, peu organisée, qui vit dans des conditions extrêmement précaires, donc la vulnérabilité est considérable. Le bilan, à ce stade-là, on peut dire qu'il n'est pas vraiment positif. Mais derrière, il y a d'autres problèmes. Et notamment, un problème
que peu de gens connaissent, parce qu'il faut le subodorer et ensuite il faut l'étudier, c'est que non seulement l'État a laissé courir depuis extrêmement longtemps, mais l'État ignore même des données fondamentales qui expliquent la gravité de la situation. Et là, on entre dans un terrain très délicat parce que c'est dérangeant. Et c'est là où c'est justement intéressant d'oser dire ce que personne ne veut dire. C'est-à-dire que les données officielles sur un certain nombre de problèmes sont sous-estimées. Et nous, on travaille beaucoup avec l'IGN et l'INSEE. Ce sont des organismes extrêmement sérieux. L'Institut géographique national et l'Institut national des études statistiques et économiques ce ne sont pas des plaisantins. Ce sont des gens très sérieux avec des moyens qui ont fait les recensements, qui font les images aériennes, la cartographie, tout un tas de choses. Très bien. Mais ils le font très bien en métropole. Pourquoi? Parce que la métropole est structurée de manière telle que leur protocole d'enquête fonctionne. Dans des terrains inextricables, confus, avec une population qui rentre, qui sort, qui se cache, etc., la détection de bâtis qui est inexacte, en fait, on rate énormément de choses, même avec la meilleure volonté du monde. Alors nous, dans notre laboratoire, en coopération avec la Gendarmerie nationale et avec nos étudiants locaux, on a repris tout un tas de données à partir de photos aériennes, d'images satellitales, etc. Et on a utilisé, retour à ce que je disais tout à l'heure, l'indicateur clé de la situation à Mayotte, c'est-à-dire les bangas. On a remesuré réellement et réaffecté réellement le bâti à Mayotte et suivi son évolution dans le temps. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on prend la peine de faire les choses avec des méthodes et des outils, on obtient des résultats très différents des résultats officiels. Et on a dû, pour cela, redigitaliser plus de 91 000 bâtiments. Et on obtient des résultats qui sont assez perturbants. On voit ici, par exemple, qu'il y a une sous-estimation importante du bâti habité et donc de l'effectif de population correspondant entre ce que dit l'IGN et ce que nous, on détecte. En bleu d'un côté, en rouge de l'autre. Et vous voyez que ça n'est pas rien. Ce n'est pas quelques bâtiments à droite à gauche. C'est d'énormes proportions. Et donc ça pose le problème de la fiabilité des recensements. On a travaillé sur 4 des principales communes de Mayotte. Sur les données de 2016, officiellement, on est arrivé à 135 000 habitants. Avec nos méthodes, photo-interprétation, expertise locale, etc., on arrive à 2 fourchettes, une basse et une élevée. Donc vous voyez qu'elles sont sans commune mesure avec les valeurs précédentes. Fourchette basse, 208 000 contre 135 000. Fourchette haute, 600 000. La réalité doit être entre les deux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les méthodes qu'utilisent les organismes officiels, c'est-à-dire de se déplacer pour aller enquêter, interroger les gens, ça ne marche pas dans ces pays-là. D'abord, la moitié de la population est illégale. Dès qu'ils voient arriver ou qu'on leur dit que quelqu'un arrive, tout le monde se carapate, bien entendu. C'est normal. Et déjà, le terrain lui-même est extrêmement difficile. Ce qui fait que, alors, est-ce que vous arrivez à lire là? Oui, c'est ça qui est intéressant. Les références qu'on prend pour évaluer la situation sont biaisées dès le départ. Exemple, dans l'estimation de l'INSEE, on compte 4,6 personnes pour 36 mètres carrés dans un habitat insalubre, donc un banga en tôle, etc. Et 3,8 personnes pour 82 mètres carrés dans un habitat salubre, c'est-à-dire un banga en bonne et due forme. Eh bien, en fait, quand on reconstitue la réalité, on arrive à 10 personnes sur 36 mètres carrés et 7 personnes sur 82 mètres carrés. Autrement dit, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Et donc, effectivement, et ça a été corroboré par des gens du coin, des gens qui ont vécu là-bas, qui sont sur le terrain. Ce ne sont pas des élucubrations statistiques. Donc, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Or, ce vrai problème, ce n'est pas un simple problème numérique, c'est que ça a des conséquences sur la vie locale. Par exemple, sur l'estimation des risques pour les populations. Alors, 2-3 exemples vite fait. Les risques, par exemple, liés à l'électricité.
Je vous ai dit tout à l'heure que la situation de Mayotte faisait qu'en dehors des réseaux officiels, l'accumulation d'habitants illégaux génère des installations complètement invraisemblables de récupération d'électricité, de revente d'électricité, bref, de trafic, et ça peut avoir des conséquences très importantes. Par exemple, sur le secteur qui a été étudié ici, 1500 foyers sur Petite Terre peuvent fournir illégalement de l'électricité à des mangas illégaux. Ça veut dire trafic d'énergie, piratage de lignes, coupure intempestive et risque d'électrocution. La desserte en eau, c'est un problème essentiel dans des pays qui sont sous ces climats. Avoir une eau qui non seulement est disponible, mais est saine. Eh bien, en fait, plus de 2200 foyers sur Petite Terre peuvent fournir de l'eau illégalement aux Bangas, mais dans des conditions que vous pouvez imaginer. Des branchements sauvages, des fuites partout, autrement dit, une insalubrité généralisée. Et donc, cette situation, c'est des trafics divers, des coupures, des contaminations, des maladies et des conflits d'usage. Les gens peuvent se battre pour de l'électricité ou se battre pour de l'eau. Et enfin, il y a des risques qui sont liés à l'environnement, c'est-à-dire, par exemple, les crues éclairs. On a testé sur différentes communes, ici il y en a 4, les conséquences de crues rapides, c'est-à-dire que vous êtes en période de mousson, il y a des chutes de pluie extrêmement violentes et donc il y a des débordements de cours d'eau. Eh bien, le secteur qu'on a étudié, l'INSEE dit qu'il y a 2200 personnes qui peuvent être atteintes par ces crues. Nous, on en trouve plus de 6000. Et ainsi de suite. Et là, on voit quelques exemples de ce qui se passe dans les bidonvilles. Des images qui sont représentatives. Alors, je vais m'attarder 2 secondes sur cette image-là. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Ça, c'est typique de ce qu'on voit dans un bidonville. C'est-à-dire que vous avez des sortes de grandes rigoles qui ont été creusées, et vous voyez arriver dans la même rigole, vous avez une conduite à gauche qui est une conduite sauvage d'alimentation en eau, juste à côté d'une gaine de trafic électrique. C'est ce genre de situation que vous voyez partout. Et aussi, ce genre de choses, c'est-à-dire que vous avez un habitat extrêmement dégradé, qui est juste à proximité d'un axe d'écoulement d'eau qui, évidemment, à la première pluie torrentielle qui arrive, compte tenu des pentes, va d'un seul coup décupler de volume et envahir et tout emporter sur son passage. Donc, même chose pour ici. Et le paysage courant dans ces milieux-là. C'est-à-dire une accumulation de détritus partout, parce que, évidemment, le ramassage des ordures ne peut pas être assuré, que l'assainissement est complètement déficient, etc. Alors, il peut aussi se produire, suite à des tremblements de terre, et notamment avec les mouvements volcaniques qui sont en train d'apparaître dans le secteur, le résultat classique d'un tremblement de terre en mer, c'est un tsunami, c'est-à-dire une vague énorme qui se forme et qui vient s'abattre sur les côtes. Ben là, pareil, dans un secteur qu'on a identifié ici, je ne rentre pas dans les détails, 18 000 personnes potentiellement touchées pour l'INSEE, plus de 25 000 avec nos calculs à nous. Donc vous voyez que on arrive dans une situation qui devient extrêmement préoccupante, non seulement pour le présent, mais pour l'avenir. On est devant ce qu'on peut appeler un désastre annoncé. Alors évidemment, c'est un espace qui déjà au départ, on l'a vu au début, souffre d'un certain nombre de difficultés natives. Hein, l'isolement, le climat, la situation insulaire, etc. Mais en fait, les questions auraient été gérées dans la durée, de façon régulière et en concertation avec la population locale. On ne serait pas arrivé à ce constat d'une défaillance de l'État qui perdure d'année en année. En fait, on est devant un phénomène qui est particulièrement frappant et choquant à Mayotte, mais qu'on observe, vous suivez mon regard, dans pas mal de situations chez nous, c'est l'attentisme et l'aveuglement. L'attentisme, on attend,
en se disant, ma foi, on gagne du temps, puis ça finira bien par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Et l'aveuglement, c'est le déni, c'est-à-dire refuser de prendre en considération des données qu'on pourrait recueillir, mais si on les recueillait, il faudrait s'en occuper, en faire quelque chose et regarder les problèmes en face, donc agir. Et là, il y a quand même un problème considérable qui se présente. Donc il y a notamment une absence de volonté politique qui se combine à la manière dont l'État est organisé, c'est-à-dire tous ces ministères et services qui en réalité ont beaucoup de mal à communiquer entre eux et coopérer. Donc entre l'absence de volonté politique et la segmentation des forces agissantes de l'État, il y a un verrou qui bloque complètement le système. Donc, manque de moyens et de coordination entre les acteurs du territoire, qui a pour résultat que cette population, qui a toujours voulu être française, qui l'a renouvelée à travers des votes, et qui est même arrivé à faire des manifestations pour rappeler à la métropole qu'ils sont français et qu'il faudrait peut-être qu'on s'occupe d'eux aussi à ce titre-là, eh bien, il y a un sentiment d'abandon et la mise en place d'une sorte de société parallèle qui se met en quelque sorte en protestation contre l'éloignement et le fait que leurs priorités ne sont pas reconnues. Alors là, je vais citer une expérience personnelle sur cette affaire-là, puisque j'ai été mêlé à une action qu'on a donc menée avec le commandement de gendarmerie d'Outre-mer et mon labo pour agir et proposer une aide opérationnelle, je dis bien parce que c'est pas parce qu'on est universitaire qu'on est toujours uniquement dans les sphères éthérées. Il y a un moment, surtout ici quand même, où il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Autrement dit, on avait bâti avec l'aide de la gendarmerie d'Outre-mer et notre équipe et des partenaires locaux, notamment du centre universitaire de Mayotte, on avait bâti un projet pour au moins leur construire un système d'information cartographique qui permettait de mettre au clair l'état des lieux, dans tous les domaines que je viens d'évoquer, notamment les 5 entrées particulièrement problématiques, insécurité, pauvreté, etc., etc. On a monté ce projet-là, on a commencé à travailler dessus, gratuitement, je précise, on a commencé à avoir des résultats du genre de ceux que je viens de vous montrer, et avec le général de corps d'armée, patron du commandement de gendarmerie d'Outre-mer et nous, on est allé obtenir une réunion auprès d'Annick Girardin, la ministre des Dom-Tom de l'époque. C'était il y a quelques années. Elle nous a reçus fort gentiment avec ses conseillers. On lui a exposé les problèmes, elle a été convaincue et on n'a jamais revu. On proposait une action dont le coût, c'est-à-dire une action de recherche, alors je ne sais pas si vous êtes tout à fait au courant de comment les choses se passent là-dedans, le budget qu'on proposait pour monter ce système qui avait déjà fait ses preuves, était reconnu par un certain nombre de partenaires locaux, coûtait un peu plus de 300 000 euros. Autrement dit, à l'échelle des problèmes qui sont là et des dépenses gigantesques qui sont engagées pour essayer de boucher les trous en bas de la baignoire pendant qu'on laisse les robinets ouverts par en dessus, c'était dérisoire. Eh bien non. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une ministre intéressée, mais dont on a bien senti que ça allait lui poser des problèmes. On l'a vu entourée de conseillers qui étaient certainement des gens remarquables, mais qui pensaient davantage au prochain poste sur lequel ils allaient rebondir qu'à s'occuper vraiment des dossiers qui leur étaient confiés. Et je vous le dis comme je le ressens, ça a été, que ça soit d'ailleurs pour les gendarmes comme pour nous, mais eux ils étaient déjà un peu prévenus. Mais pour nous, ça a été quand même un choc extraordinaire. Et on s'est dit, on ne va pas y arriver. Donc, pour l'instant, tout est au point mort depuis plusieurs années, alors qu'il y a moyen de... Évidemment, on est très en retard par rapport à la situation, mais il y a moyen de faire quelque chose, et de le faire avec les gens du coin. Il y a des bonnes volontés sur place, il y a des compétences, il y a des gens qui sont décidés, même parmi les élus. Mais, voilà, ça ne prend pas, on attend, et on attend éternellement. Donc, conclusion. Conclusion, parce que j'ai peut-être été long, mais la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on est dans des stratégies politiques d'enfermement dans ce que j'appelle l'urgence d'attendre. Autrement dit, l'attentisme. On attend.
On attend les élections suivantes. On attend que les choses se règlent par elles-mêmes. Si vraiment ça explose un peu trop fort, allez, on renvoie 2-3 pelotons de gendarmes, on renvoie quelques médecins, on renvoie quelques enseignants. Personne ne se précipite pour aller là-bas. Mais je peux vous donner encore un exemple, si on parle d'enseignement, qui est incroyable. Annick Girardin a dit à une époque, et c'était vrai d'ailleurs, si on veut, par exemple par rapport à l'explosion démographique, tenter de prendre à bras-le-corps le problème scolaire, eh bien il faudrait construire tous les jours une école à Mayotte. Tous les jours une école, 365 écoles par an. Alors il y a eu des tentatives qui ont été faites, mais comme les services ne sont pas connectés les uns aux autres, un jour on a créé un collège à Mayotte. On a créé un endroit où personne ne peut venir. Parce qu'évidemment c'est plein de contraintes. Les voies d'accès, le relief, la localisation de la population, etc., etc. Donc on est dans une situation qui est ubuesque et qui décourage, en fin de compte, tout le monde. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et ça pose des problèmes sur, alors que certains que j'ai évoqués, sur le carriérisme des uns, une sorte d'accommodement que je trouve quand même assez douteux sur le rôle qu'on a pour l'intérêt général et républicain, quand même. Et puis, au-delà de ça, il y a un problème aussi qui est d'ordre intellectuel, qu'on retrouve sous tous les régimes et dans tous les ministères, et même dans les collectivités locales. Et ça, c'est un peu particulier, ça va peut-être vous surprendre parce qu'on n'y pense pas souvent. C'est qu'on est dans des logiques depuis très longtemps où quand il y a un problème, qu'il y a des projets à monter, on regarde toujours le coût des projets. D'accord. On ne regarde jamais le coût des non-projets. C'est-à-dire, si on ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer et combien ça va coûter au bout de 2 ans, 5 ans, 20 ans, 40 ans. C'est exactement là qu'on en est. Alors je vous remercie pour votre attention. Mes excuses parce que j'ai sans doute été plus long que je n'avais prévu. Et surtout, c'est à vous la parole.